Je m'appelle Angela Biancofiore et je suis professeure d'études italiennes. Et en 2013, j'ai organisé un colloque qui s'intitulait « Écologie de la création ». On a invité plusieurs philosophes, plusieurs écrivains, artistes qui étaient engagés dans le domaine de l'écologie et de ce qu'on appelle l'éco-critique. Peut-être vous avez entendu parler d'éco-critique ou éco-criticism. Oui, quels auteurs vous avez peut-être lu déjà? Moi, oui. On vient de faire un atelier, on a lu Barbara Shiva. Ah, bien. Et on a un extrait de Mario Soto. Oui. Et je suis pour l'écoféminisme. Voilà, l'écoféminisme, on en parle aussi. Et donc, effectivement, l'éco-critique s'est développée aux États-Unis, mais pas seulement aux États-Unis, en Inde, comme vous avez pu voir, en Italie. Serena Iovino, c'est une des auteurs que nous avons aussi abordé. Et l'éco-critique nous donne l'exemple d'une critique engagée, d'une critique militante qui regarde profondément dans les textes et analyse un peu le lien entre l'humain et le non-humain, entre la littérature et l'environnement. Est-ce que la littérature nous sert à quelque chose pour notre survie, par exemple, sur la planète? Donc ça pose des questions fondamentales. En même temps, l'éco-critique ne néglige pas les textes. C'est-à-dire qu'il y a aussi une analyse textuelle importante qui se rajoute à une analyse philosophique, une analyse aussi qui vise une prise de conscience du critique et bien sûr du public dans l'enseignement, dans l'écriture. Donc c'est une critique militante. Alors on va se calmer un peu et on va écouter les oiseaux. Voilà, c'est tout simplement écouter le langage du non-humain. Comme vous pouvez voir, le langage du non-humain, le langage des oiseaux, en ce cas précis, a beaucoup de choses à nous dire. Beaucoup de choses, et malheureusement, nous sommes devenus un peu sourds à ce langage du non-humain, sauf bien sûr peut-être les ornithologues ou les éthologues. Et il y a des écrivains, des critiques, des philosophes, des artistes qui nous poussent aujourd'hui à renouer avec le langage du non-humain. Et on va effectivement travailler sur ces écrivains qui nous aident, on pourrait dire, à sortir de cette fermeture. Voilà. On a une sorte de... On a mis comme un voile autour de nos sens. On n'entend plus, on ne sent plus le goût. Et nos sens sont de cette manière coupés du langage du non-humain. Tout à l'heure, on a écouté les oiseaux. Peut-être pendant le débat, vous allez me dire aussi
les sensations que vous avez eues de ce contact avec le langage des oiseaux. Mais il y a un grand philosophe et, disons, épistémologue, anthropologue, c'est un personnage un peu particulier, c'est Gregory Bateson, qui, aux États-Unis, c'est un Anglais qui après est parti aux États-Unis et qui est un grand chercheur. Plusieurs d'entre vous peut-être le connaissent déjà, ou pas encore. Gregory Bateson a écrit un livre qui s'intitule « Pour une écologie de l'esprit ». Et Gregory Bateson, donc, il s'est interrogé en premier sur le rôle de l'humain dans l'environnement et le rôle de l'humain aussi dans l'évolution, à partir de la théorie de Darwin. Alors ici, vous avez peut-être un personnage que vous connaissez déjà, c'est Alice au Pays des Merveilles et de Lewis Carroll. À un certain moment du récit, c'est Gregory Bateson qui cite cet épisode de la vie d'Alice, de l'histoire d'Alice. À un certain moment, on impose à Alice de jouer avec un flamant rose, cet oiseau. Et vous allez jouer au croquet. Croquet, comment? Ben, vous avez le maillet, c'est l'oiseau, et la boule, c'est l'hérisson. Et donc, bon, c'est un peu violent comme idée, mais alors Alice veut effectivement prendre l'oiseau dans les mains, et elle voit que cet oiseau bouge, et elle se rend compte qu'elle ne peut pas jouer avec un oiseau comme maillet et avec le hérisson comme boule. Et donc là, Gregory Bateson nous donne un exemple d'un mauvais couplage. Un mauvais couplage, c'est-à-dire l'être humain ne peut pas utiliser cet oiseau comme un objet, comme un instrument, juste pour lancer une balle. Et le hérisson non plus, il ne peut pas être une boule dans le jeu du croquet. Voilà une mauvaise interprétation, un mauvais couplage avec l'animal. Nous avons coévolué, nous les humains, avec les animaux, avec les végétaux, dans une histoire, bien sûr, de millions d'années. Donc nous avons coévolué avec les animaux, avec les différentes espèces. Et il y a un moment où ce couplage avec l'environnement, avec l'écosystème, avec les autres êtres, avec le non-humain, ce couplage ne fonctionne plus. Et ça, c'est le problème d'Alice, quand elle ne peut pas jouer, bien sûr, à ce jeu, avec un pauvre oiseau qui commence à bouger parce qu'il est vivant. Alors là se pose déjà une question fondamentale. Il y a la question du couplage. Le couplage, c'est simplement la manière dont nous rapportons, nous vivons avec notre environnement. Par exemple, si ici il fait chaud, votre corps va réguler la température pour pouvoir être bien dans une atmosphère, dans une ambiance où il fait chaud. Le problème du couplage des systèmes autocorrecteurs est essentiel pour l'adaptation de l'homme aux sociétés, aux écosystèmes dans lesquels il vit. Donc, c'est Steps to an Ecology of Mind, c'est un livre de 72, mais qui a donné plein d'idées aux philosophes et aux écrivains qui ont après réfléchi sur l'écologie. Le couplage entre l'homme et les systèmes qui l'entourent. Ce couplage, ce n'est pas le même couplage que pour les animaux. En général, quand vous avez froid, vous allumez le chauffage. Quand vous avez chaud, si vous avez la clim, vous allumez la clim. Là, c'est le cas un peu extrême. Vous pouvez skier à Dubaï parce qu'il y a des pistes de ski couvertes. Imaginez le gaspillage d'énergie pour créer cette piste de ski à Dubaï. L'homme est le seul être, on pourrait dire, qui préfère changer son environnement plutôt que de se changer lui-même. D'où beaucoup de problèmes concernant notre environnement. Ce changement d'environnement peut être, bien sûr, très violent. Alors, un petit dessin humoristique. On voit des petits animaux qui regardent peut-être un squelette de dinosaure, ou je ne sais pas de quel animal, et ils disent, bon, alors, qui est le plus fort? Et
parfois des êtres très humbles et sans arrogance et de toute petite taille peuvent être beaucoup plus adaptés à l'environnement que des êtres très forts et des carnivores, des prédateurs. Alors il y a une critique de la théorie de Darwin que fait Gregory Bateson justement, parce qu'il abandonne l'idée d'une unité de survie de Darwin. L'unité de survie pour Darwin, c'est l'individu qui se reproduit et c'est aussi un groupe d'individus de la même espèce. Par exemple, l'homme, maintenant, envahit toute la planète. Or, il dit Bateson, il faudrait un petit peu changer cette idée de Darwin et prendre comme unité de survie l'individu dans son environnement. Donc ça devient, si vous voulez, une unité un peu élargie. Pas l'individu, mais l'individu dans son écosystème. Parce que si on prend que l'individu qui se reproduit, ça ne suffit pas. Parce que si l'individu se reproduit, et s'il se reproduit à une échelle exponentielle, il se met lui-même en danger. Et il met en danger son environnement. Donc le lien est très subtil qui lie l'individu à son écosystème, à son environnement. Donc Bateson propose de changer un peu l'idée de Darwin. Et je vous présente un épistémologue, philosophe et neurophysiologiste, Francisco Varela. Vous connaissez peut-être déjà. Eh bien, Francisco Varela a initié une recherche très intéressante qui est exploitée dans les sciences de l'éducation, dans la neurologie, dans la psychologie, dans la philosophie. Là aussi, nous avons un personnage très transversal, c'est ça qui me plaît beaucoup de Francisco Varela. Et lui-même, il a contribué à fonder l'Institut Mind and Life, que je vous incite à aller sur le site de Mind and Life, parce qu'il donne aussi pas mal de bourses aux jeunes chercheurs et ils invitent les chercheurs à se fédérer et à se confronter sur l'idée d'environnement, de conscience, de développement à l'époque actuelle. La recherche de nouveaux paradigmes, parce qu'il est clair qu'on est dans une époque où vous, les jeunes chercheurs, avec peut-être d'autres chercheurs plus âgés, vous allez peut-être trouver d'autres paradigmes viables pour appréhender, pour comprendre cette réalité en mutation. Alors, Francisco Varela, c'est donc je disais, il étudie le cerveau, il est un chercheur chilien, et bien il a parlé du couplage lui aussi entre l'individu et l'environnement, et son environnement. Comment l'homme est-il équipé biologiquement pour affronter la complexité du monde qui l'entoure? En fait, moi je crois que la question doit être inversée, parce que la complexité du monde apparaît aussi en fonction de la structuration biologique de l'individu. Et donc il faut plutôt, pour moi, poser la question, qu'est-ce que c'est que la structuration biologique d'un individu qui fait que la complexité est-il possible? Alors, de ce point de vue-là, je crois que une des choses les plus fascinantes de la biologie, c'est qu'en ce qui concerne le système neuronal, il y a un élément de réponse qui est pour moi les clés au niveau de la structure biologique. Et cet élément clé, c'est en fait le fait que le corps de tous les animaux, y compris chez l'homme, est organisé dans un boucle des couplages sensorimoteurs, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait est toujours un cycle de perception et action. Et cette boucle circulaire de perception et action, c'est vraiment le noyau fondamental de la logique, pour ainsi dire, des systèmes neuronaux. À partir de l'origine de la vie neuronale, donc à partir des éponges et des animaux élémentaires, jusqu'aux animaux comme les vertébrés et l'homme, avec un cerveau très complexe. Mais la logique du système neuronal est commune à tous les animaux, et c'est cette boucle sensorimoteur. Peut-on résumer l'histoire, phylogénèse et ontogénèse, de nos différents couplages avec l'environnement? Peut-on trouver des mots-clés qui représentent ces interactions, ce couplage? Et effectivement, je crois que le mot couplage, c'est un mot-clé.
c'est-à-dire que vous l'avez utilisé déjà, c'est pour moi les bons mots. C'est-à-dire, si on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a cette logique fondamentale du système neuronal, c'est-à-dire la boucle des perceptions et actions, c'est cette boucle qui fait les couplages. C'est-à-dire, c'est à partir de cette boucle qu'on se couple avec ce qu'on appelle l'environnement. Et dans ce couplage, et à partir de cette logique séculaire, c'est qui émerge donc toute la complexité du monde. L'histoire, la phylogénèse, l'histoire de la vie, ce n'est qu'une seule chose, c'est des variations, disons comme on dirait un musicien de jazz, des variations sur ce thème fondamental où, à l'intérieur de cette boucle sensorimoteur, il y a des éléments différents, il y a des bricolages, des structures neuronales, on ajoute des composantes, on change de module, et donc ça fait une espèce de diversité des interprètes, pour ainsi dire, du même thème fondamental qui est cette boucle et son couplage. Vous avez donc une explication directement donnée par Varela sur comment la cellule, à partir de la cellule jusqu'au mammifère, jusqu'à l'homme, nous sommes tous donc couplés avec notre environnement par cette boucle sensorimoteur. Donc il y a une complexité du monde. Le monde n'est pas préexistant. Donc il faut, avec Varela, abandonner l'idée de représentation. Il met en crise cette idée de représentation. On ne représente rien, parce que rien ne préexiste à ce que je vais trouver dans le monde, dans la complexité du monde. Et à chaque fois, nous nous réadaptons, nous sommes dans cette étreinte. Même Varela, à certains moments, il dit un abrazo. Par exemple, les oiseaux, ils voient 4 couleurs. Nous avons 3 couleurs fondamentales. Donc, chaque individu, chaque espèce a sa manière aussi de voir le monde. Et donc, on ne peut pas dire « nous allons représenter le monde ». Il n'y a plus de représentation, mais il y a inaction. C'est le mot proposé par Varela pour expliquer que nous allons nous frayer un chemin dans le monde, et ce chemin, il se reconstitue à chaque fois. Vous avez vu, il y a l'alarme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir, il faut rester. Voilà. On se réadapte à chaque instant à la situation ambiante. Et donc, je vous invite vraiment, parce que je vois que les chercheurs continuent à utiliser cette idée de représentation. C'est bien beau, c'est bien confortable parfois, mais désormais, l'épistémologie actuelle tend quand même à problématiser cette idée de représentation, étant donné la complexité du monde. Alors, Francisco Varela a initié cette recherche. Il parle bien sûr de cette boucle perception et action, couplage avec l'écosystème, boucle du couplage sensorimoteur, à partir de l'éponge jusqu'à l'homme ou à d'autres animaux. En action, c'est une connaissance incarnée. Une connaissance incarnée qui permet l'émergence. Ça, c'est encore un mot clé pour Varela. L'émergence de cette complexité du monde. Cette émergence, quand vous m'avez dit, une poubelle a pris feu. Voilà, ça c'est l'émergence. C'est quelque chose qui émerge maintenant, à l'instant. Avant, on ne savait pas. Et donc, à chaque fois, on comprend, ça doit faire sens. Parce que l'être humain, mais non seulement l'être humain, l'animal aussi, a une passion pour le sens. Il faut que ça fasse sens. Même votre chat de compagnie qui est à la maison, votre chien, bon chien d'ailleurs, il veut qu'il y ait une logique, qu'il y ait un sens qui émerge. Et donc Varela, il se confronte avec cette passion de l'individu pour faire sens, parce que sinon, ce serait complètement absurde. Alors, l'émergence de cette complexité du monde, alors il parle de ces variations de ce thème fondamental dans la phylogénèse, c'est-à-dire dans l'évolution des espèces, ou dans l'ontogénèse, dans l'évolution de l'individu en tant que singularité. Alors le monde ne se présente pas comme une série d'informations, je vous disais tout à l'heure, mais comme une histoire, une émergence. Nous sommes confrontés à cette passion du sens qui est le propre de l'être humain et des animaux. On parle maintenant d'une cognition, voilà, l'idée même de cognition est remise en question. La cognition est justement poser les questions pertinentes qui surgissent à chaque instant de notre vie. Celles-ci ne sont pas prédéfinies.
mais énactée, ou produite à partir d'un arrière-plan. Les critères de pertinence sont imposés par notre sens commun d'une manière contextuelle, c'est lié toujours à une situation. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je vous invite à lire le livre de Varela, Le cercle créateur, où il y a beaucoup de ses écrits intéressants. Alors maintenant, je vous présente un individu un peu original, on pourrait dire. C'est un chercheur comme vous, hein, il a fait son doctorat aux États-Unis à l'université de Stony Brook. C'est David Abram. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà lu Abram, pas encore, mais nous avons la possibilité, j'ai commandé son livre, il est à la BU, donc The Spell of the Census, et vous l'avez en français, Quand la Terre se tue. Alors David Abram est un écologiste, quelqu'un de très engagé dans le domaine de l'écologie, engagé dans un sens aussi personnel, parce qu'il vit dans un milieu justement naturel, et par son choix de vie, par son cheminement. Et il a écrit dans ce livre, The Spell of the Senseless, il a écrit combien les êtres humains sont aveugles, sont sourds, ils ne voient plus. Par exemple, si je marche, ne serait-ce que sur ce sol, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être du lino et du ciment. Eh bien, même le ciment, il est vivant. Quand nous marchons sur un trottoir, le ciment ou la pierre est vivante. Et nous sommes déconnectés, au moins une bonne partie d'entre nous, je ne dis pas tout le monde, hein, mais une bonne partie d'entre nous est complètement déconnectée du vivant. Parce que nous avons les écrans, parce que nous avons l'écriture, parce que nous avons les autres êtres humains. Et on ne fait pas attention à l'oiseau qui nous regarde. Il est sous la branche, il est là, tranquille, mais il voit ce qu'on fait nous. La plante aussi, l'arbre aussi. Les arbres s'échangent aussi des informations par les racines ou par d'autres systèmes de communication qu'ont les arbres à travers les odeurs, à travers plein de signaux. Les chats, les animaux, ils nous regardent. Mais nous, enfin, une bonne partie d'entre nous, ne regardent pas le more than human world. C'est le mot qu'a forgé Abraham pour dire le monde plus qu'humain. Pourquoi le monde plus qu'humain? Il est plus qu'humain quantitativement. Imaginez combien d'insectes il y a dans le monde. Et il est plus qu'humain qualitativement aussi. Parce que c'est tout un ensemble d'êtres sensibles qui nous entourent et desquels, malheureusement, nous sommes progressivement éloignés. Alors, David Abram, ce livre a reçu plusieurs prix. Parce qu'il est non seulement c'est un essai, mais aussi il est très très bien écrit, il a un style très particulier. Et je parle aussi pour les américanistes qui pourraient découvrir un écrivain qui a un caractère très particulier. Alors voilà la dédicace de l'écrivain. To the endangered and vanishing ones. Donc, pour ceux qui sont en danger et qui progressivement vont disparaître. Pour les espèces en voie d'extinction, on pourrait dire, mais pour ceux qui sont en train de disparaître. Alors, comment nous parle le monde plus qu'humain? Ce monde des animaux, ce monde des plantes, ce monde des rochers. Alors là, nous avons quelques petites traces de mouettes, peut-être, sur le sable, mais qui est habitué à interagir avec le monde plus qu'humain, par exemple avec le monde des animaux? Aujourd'hui encore, mais nos ancêtres chasseurs étaient obligés d'observer l'animal. Qu'est-ce qu'il fait, comment il bouge, où il se retrouve, où il se reproduit. Voilà, il est obligé, le pêcheur par exemple, de savoir où vit le poulpe qui va pêcher, ou le poisson. Voilà. C'est une observation. Et progressivement, comme nous sommes éloignés de ces métiers comme chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, nous sommes éloignés de ces métiers qui demandent beaucoup d'observation du monde plus qu'humain, du monde non humain. Alors, voilà comment Abraham dit, il a une idée, c'est que l'écriture nous a progressivement éloignés du monde plus qu'humain. Alors, en même temps, quelle est la frontière entre humain et non humain? C'est très difficile à dire, parce que dans mon ventre, il y a des bactéries qui m'aident à digérer mes aliments. Si je n'ai pas de bactéries, je ne peux pas digérer mes aliments.
Alors, est-ce que mes bactéries, c'est de l'humain? Non, mais ça fait partie de moi. Alors, c'est moi aussi. Alors, c'est difficile à dire la frontière entre l'humain et le non-humain, puisqu'il y a plein d'êtres vivants qui sont à l'intérieur de nous et qui nous aident à vivre. Il y a aussi ce qui nous embête un peu, et donc il faut quand même réagir. Cette frontière est très difficile à définir. Il y a cette idée d'échange, de dialogue, et même Bateson disait de conversation. Il y a une sorte de conversation avec ce monde non humain. Alors, quelqu'un parmi vous peut-être s'intéresse à la Grèce classique. Il y a un mot très très beau que j'aime beaucoup, s'appelle ornithoscopos, celui qui regarde les oiseaux, à la lettre, hein, celui qui observe les oiseaux. Et vous savez que dans la Grèce, même à Rome, on observait le vol des oiseaux pour les présages, pour savoir s'il fallait partir en guerre, s'il ne fallait pas partir. C'est des présages qui nous disent est-ce que cette entreprise va être positive ou négative. Rien n'était fait sans interpréter le vol des oiseaux. C'était sérieux, hein, très sérieux. Et maintenant, les chercheurs reviennent à interpréter les signes des animaux. En Sibérie, des chercheurs qui travaillent sur les séismes ont renoué avec cette idée de regarder le comportement des animaux qui peut nous annoncer un tremblement de terre. Je l'ai même vécu personnellement, j'étais à Athènes, et c'était 7 heures du matin, j'ai vu les chiens commencer, enfin j'ai entendu les chiens, parce que je dormais, j'ai entendu les chiens aboyer fortement, les oiseaux qui ont commencé à aller contre la vitre de la fenêtre de l'hôtel, comme ça, comme des fous. Donc les oiseaux cognaient contre ma vitre, à 6 heures du matin. Les chiens se sont ramassés et ils ont aboyé comme des fous, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et mon lit a commencé à trembler. Donc il y a eu un tremblement de terre. Les oiseaux et les chiens l'ont su une demi-heure à l'avance. Alors en Sibérie, ils prennent ça très au sérieux et disent attention, les machines ne suffisent pas, mais les oiseaux, les chiens et d'autres, peut-être pour le tsunami aussi en Thaïlande, je crois qu'ils ont observé des comportements. Oui, donc c'est très important de renouer avec une sagesse ancestrale, orale, qui se transmettait de génération en génération et qui disait attention, les animaux sont en train de nous donner des signaux très importants pour notre vie. Nous avons évolué avec les animaux, en regardant les animaux, pas en regardant une encyclopédie ou de Wikipédia. C'est les animaux qui nous ont forgés, nous avons coévolué avec les animaux. Donc c'est très important de retrouver ces formes de communication avec le non-humain pour la survie de notre espèce. Alors voilà, je vous présente encore un personnage particulier, hein. C'est un chef indien de l'Amérique du Nord, qui est cité par Diamond Janes. L'homme blanc n'est dans ce pays que depuis peu de temps et ne sait pas grand-chose des animaux. Nous avons vécu ici des milliers d'années et nous avons été éduqués par les animaux eux-mêmes. Très important cette idée d'éduquer, c'est les animaux qui nous éduquent. Voilà une disposition d'esprit, une attitude très humble et en même temps de réceptivité maximale par rapport au langage des animaux. Et on revient justement, les écologistes actuels reviennent à ces sagesses ancestrales. Alors, quelle est la perception que nous avons du non-humain, du monde naturel? Nous participons activement au monde qui nous entoure, donc c'est la structure même de notre perception, une perception directe qui est pré-réflexive, c'est-à-dire ça ne passe pas par le cerveau, c'est l'intelligence du corps aussi. Une perception synesthésique, comme dit le mot synesthésie, c'est-à-dire plusieurs sens, l'œil, l'oreille. Si je suis dans une forêt, je dois faire attention parce que peut-être que l'ours va arriver. Et je dois guetter, je dois être très attentive aux prédateurs. Donc, œil, oreille, le nez aussi, l'odorat. Il y a cette synesthésie, cette concentration du travail des sens qui me dit attention, il faut faire attention ici, je suis en danger. Mais si je ne suis pas en danger, je n'utilise pas cette synesthésie. Et j'oublie, je regarde mon portable.
Mais si vous êtes vraiment en danger, vous allez bien l'utiliser. Donc, il dit à Abraham, l'interaction des sens est transférée au texte écrit. Lorsque nos sens se transfèrent le magie vivifiante au mot écrit, que les arbres deviennent silencieux et les autres animaux bêtes. Alors, c'est le danger de s'immerger trop dans l'écriture humaine, dans un milieu trop humain, et de s'éloigner du milieu non humain. Alors, en même temps que je regarde le non-humain me regarde, et effectivement, il y a toute une série d'études aussi sur l'écologie du regard. J'apprends à déchiffrer le flux des signes dans une forêt, dans le désert, en mer. Donc, par exemple, chez les aborigènes d'Australie, je vous invite à découvrir le chant du rêve. Le chant du rêve est donc une tradition orale de récits qui sont des véritables cartes géographiques du territoire. Donc, les peuples d'Australie, natifs d'Australie, évoquent les motifs du paysage à travers des récits. Et quand ils sont en voiture, comme ils vont très vite, ils accélèrent le débit du récit, parce qu'ils accélèrent par rapport au paysage. Et c'est comme ça qu'on a découvert qu'ils ont des récits oraux pour cartographier et pour s'orienter dans le paysage. Donc il y a différentes sortes de couplage avec notre environnement. Alors il y a aussi des ruptures du lien vital entre humain et non humain. Ces génocides culturels que nous pouvons voir, par exemple, dans les forêts du Laos, en Malaisie, pour exploiter les arbres, par exemple, beaucoup de communautés natives sont déportées pour exploiter les ressources de la terre. Le monde non humain devient simplement un gisement de ressources. Et donc on dévitalise, on enlève cette vitalité au contraire du monde humain. Et je vous suggère un livre qui a eu pas mal de succès aussi dans le monde de l'écologie, Rob Nixon, Slow Violence, le concept de violence lente et l'écologie du pauvre. C'est-à-dire, il y a une violence lente. Par exemple, quand on va démanteler des bateaux français en Afrique ou en Asie, parce que là-bas ça coûte moins cher, parce qu'ils ne font pas attention à l'environnement et même à la protection des ouvriers. Alors voilà, les peuples, malheureusement, des pays pauvres subissent cette violence lente. Mais cette violence lente n'est pas affichée à la télé, parce qu'il n'y a pas une catastrophe comme un tsunami, mais c'est quelque chose de quotidien. Voilà, du poison tous les jours. Et d'ailleurs, cette violence lente, nous aussi, on l'a subie dans nos villes, dans notre environnement. Et donc, c'est très important de faire attention à ce concept de violence lente due aux toxines présentes dans l'environnement. Alors, cette terre est animée, elle nous parle, on a parlé des chasseurs-cueilleurs. Il y a une réciprocité entre humain et non humain. Une interdépendance que nous devons non seulement comprendre ici dans le cerveau, mais comprendre vraiment ici, dans le cœur, dans le ventre, c'est-à-dire vivre cette interdépendance tous les jours. Comment faire? Moi, je peux vous dire, je peux vous parler de l'environnement, voilà. Mais tant que ce n'est pas intégré à chacune de nos cellules, nous allons continuer à polluer ou à détruire notre environnement. Donc, il est très important de ressentir cette interdépendance. Par exemple, ne serait-ce que quand vous mangez une carotte, vous sentez le goût de la carotte dans la bouche, pensez à tout ce qui a fait cette carotte, c'est-à-dire le nuage, l'eau, le soleil, le sol, les micro-organismes, tous les insectes qui ont participé, l'ouvrier agricole, tout ce qui a convergé à faire arriver ce fruit de la terre dans votre bouche, et comment vos cellules vont intégrer, vont assimiler cette merveille de la terre. Il faut arriver à une pratique. Là, le cerveau ne suffit pas. Il faut la pratique, c'est-à-dire pendant qu'on mange, on fait attention à ce qu'on mange, vraiment comme un fruit de la terre. Pendant qu'on respire, on respire l'air. Quel type d'air? Pendant qu'on est devant un arbre,
on ressent la souffrance ou la joie de cet arbre. Donc c'est très important de vivre tous les jours au quotidien. Par une pratique, on peut parler aussi de pleine conscience de la relation à l'environnement, à tout ce qui est non humain, à cette réciprocité humaine-non-humain. Et à propos de ça, vous avez aussi le livre Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard, qui prône quand même pour une solidarité active avec le monde non humain, une relation de care. Care, vous savez, en anglais, ça veut dire la sollicitude, l'attention à l'autre. Cette relation de care, d'attention à l'autre, s'adresse aussi au monde non humain. Et après, nous avons également une idée récurrente dans les recherches actuelles, l'idée d'optimiser. Il faut optimiser le vivant. Il faut optimiser les abeilles, sinon elles ne produisent pas assez de miel. Il faut optimiser l'homme parce qu'il n'achète pas assez d'actions sur Internet. Il faut mettre un moteur de recherche pour acheter des actions automatiquement à la bourse. Donc là, en ce moment même, il y a des logiciels qui achètent des actions dans les fractions de secondes. Hein. Donc il faut optimiser. Mais la nature, on ne peut pas l'optimiser. Et c'est le contraire. La nature, c'est la dépense. Regardez un arbre, combien de branches il va faire pousser. C'est au contraire, pour faire survivre une seule cellule, il y a une dépense de cellules. Donc la nature n'est pas un artefact. La nature, le vivant, a quelque chose qui n'est pas modulable et qui a une invariante, on pourrait dire, un paramètre qui n'est pas possible de moduler par un algorithme. Et sur cette différence humain-artefact que travaille un grand philosophe argentin, Miguel Benassayad, qui vient de sortir un livre, ça c'est l'avant-dernier, mais là il y a un livre qui vient de sortir, La singularité du vivant, 10 ans de recherche entre la relation entre l'homme et la machine, comment on machinise l'homme et comment l'homme ne se rend pas compte que la nature n'est pas modulable. Alors l'environnement fait partie de nous-mêmes. L'environnement fait partie de nous-mêmes. En ce moment, par exemple, vous êtes assis sur des chaises, il y a des matières plastiques et des matières synthétiques. Il y a une transcorporité. Votre peau, votre corps est en train de subir, on pourrait dire, de accueillir, si vous voulez, des éléments non humains. Ne serait-ce que, voilà, toi tu t'appuies sur le dossier de la chaise, le tissu, à travers la peau, est en interaction avec nous. Et c'est un livre qui parle de ces interactions, Bodily Natures, il est aussi à la BU, Science, Environnement et le Material Self, de Stacy Alaimo. Ce livre parle de cette transcorporité, cette, ce dialogue permanent entre ce qui nous entoure, toutes les molécules. Et pourquoi il parle de transcorporité? Parce que transcorporeality, parce qu'il y a des agents toxiques, de la pollution, un flux invisible, mais également un flux de signification. Si moi je dis à un doctorant, « Ah, tu n'arriveras jamais à finir ta thèse », ce mot-là, il va avoir un impact sur vos cellules. Vous allez avoir mal au ventre. La signification également est transcorporelle, parce qu'elle rentre dans votre conscience, dans vos cellules. Il y a un effet aussi physique quand quelqu'un vous dit quelque chose de pas agréable. Alors attention, parce que Stacy Alaimo et à tout un groupe, en général c'est des femmes, hein, mais il y a aussi des philosophes hommes. En ce moment, aux États-Unis, il y a tout un groupe de philosophes, femmes et hommes, qui travaillent sur material eco-criticism, material feminism. Et ces textes donc, sont disponibles pour vous à la BU. Bon, là, je l'ai emprunté, mais je vais bientôt le rendre. Un groupe de travail sur cette transcorporité et comment les éléments toxiques rentrent dans les corps et comment le corps agit donc, sur l'environnement. C'est toute une nouvelle manière de voir la relation à l'environnement et à tous les éléments qui nous entourent, y compris les particules élémentaires. C'est-à-dire là, nous descendons dans un ordre de grandeur au niveau de la physique quantique, c'est-à-dire en dessous de l'atome, on pourrait dire. Alors pourquoi? Parce que la physique quantique a été quand même formulée dans ses principes fondateurs
dans les années 20, au XXe siècle, mais elle ne rentre pas encore dans l'épistémologie vraiment. C'est comme si les chercheurs aujourd'hui, les philosophes ont peur d'introduire vraiment cette physique quantique. Quand vous payez avec votre carte bleue, ça c'est de la physique quantique. Parce que les données qui sont dans la carte bleue sont immatérielles, elles se transforment en matière, la puce de la carte bleue qui fonctionne et qui transmet des données immatérielles. Dès qu'on passe de matière non matière, vous avez un échange qui fait partie de la théorie de la mécanique et de la physique quantique. Le téléphone portable, le Wi-Fi, le GPS, voilà. Il y a plein d'objets qui utilisent les fondements de la physique quantique. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, on vit dans un monde où la physique quantique, on l'utilise tous les jours. Et on est en train d'appliquer les fondements de la physique quantique à la conscience. C'est-à-dire, il y a des neurologues, il y a des médecins, il y a des psychologues cliniciens que j'ai entendu parler dans des colloques et qui parlent au monde entier, mais parlent d'une mind science of reality, c'est-à-dire une science de la conscience, en appliquant des modèles, bien sûr qu'on tâtonne, on n'a pas le modèle qui est gagnant, on se trompe aussi, mais on a le droit de se tromper, c'est en se trompant qu'on trouve de nouveaux paradigmes, en faisant des erreurs. Effectivement, il y a des chercheurs qui sont en train, de manière aussi modeste, humble, et en faisant des erreurs probablement, d'appliquer notre modèle, parce qu'il vient de la théorie quantique. Alors, effectivement, il y a une philosophe américaine, Karen Barad, qui a écrit un livre, Meeting the Universe Halfway, Quantum Physics and Entanglement of Matter and Meaning. Donc, rencontrer l'univers à mi-chemin. Cette philosophe, donc, essaye d'adapter le modèle de Niels Bohr, qui est quand même un des fondateurs de la physique quantique. Il veut appliquer ce modèle à notre manière de percevoir le monde. Et donc de créer vraiment une épistémologie nouvelle à partir de la physique quantique qui abolit la différence entre sujet et objet, entre observateur et observé. C'est vrai que c'est une dimension qui fait peur à des philosophes qui ne sont pas prêts à faire le saut épistémologique, qui ont peur de ce saut, qui essaient de rester dans leur système réconfortant, mais ces philosophes ne sourient jamais. Pourquoi ? La sagesse sourit. Ces philosophes ont peur de changer, ont peur que leur monde s'ébranle de jour en jour. Disons que je pense que c'est à vous, les chercheurs du futur, de sortir de ces schémas conceptuels. On est encore dans la physique newtonienne, dans tout ce qu'on fait, dans notre manière de penser. Mais certains, il y a des équipes vraiment à l'avant-garde, sont en train de chercher quelque chose de vraiment nouveau. Et il faut aller vers ce nouveau. Donc voilà, il faut se confronter avec les nouvelles découvertes de la science et pas faire semblant que ça n'existe pas parce que c'est plus réconfortant, on reste dans notre représentation. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut faire les comptes avec ce monde non humain. Et il y a une autre philosophe, une femme, Nancy Tuana, qui parle de membranes, justement, de membranes qui permettent au corps, justement, de communiquer de l'intérieur à l'extérieur. Et c'est à travers ces membranes, à travers les muqueuses, la peau, et il y a un échange entre l'humain et le non-humain. Alors, j'ai fait passer parmi vous le livre de Stacy Align on Bodily Nature, donc vous pourrez continuer à le faire passer. Elle s'occupe donc des risques invisibles. Par exemple, je ne sais pas si je suis ici et il y a un produit toxique dans la salle qui va peut-être, je ne sais pas. Mais regardez maintenant, quand j'offre un bout de gâteau à quelqu'un, surtout si cette personne a moins de 20 ans, eh bien, il regarde tout de suite les ingrédients. Maintenant, on est dans la société du risque, la société du soupçon. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle me donne ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Est-ce que je suis allergique ? Hein ? Combien de fois vous regardez les ingrédients ? Mais avant, il y a 30 ans, on ne le faisait pas. Mais pourquoi on le fait ? Regardez, c'est presque un réflexe. Une ado qui a 11 ans, 12 ans, fait ça. Regarde les ingrédients. Les calories. Pas seulement les calories.
Je suis partie en voyage avec des étudiants, la moitié était allergique. Pollen, chocolat, orange, gluten. Donc, ces allergies se développent parce que justement, il y a des agents, comme dit justement Stasia Lyman, il y a des agents qui pénètrent dans nos corps et c'est par ces membranes, ce viscous porosity, c'est une porosité visqueuse à travers ces membranes, et il y a des actions sur moi, des agents, agency, c'est un mot-clé, il y a une action qui transforme mon corps, et mon corps, à chaque instant, se renouvelle, s'adapte à cet environnement. Et si je ne m'adapte pas, bien sûr, je tombe malade. Donc, il y a tout un pan de chercheuses, surtout des femmes aux États-Unis, mais aussi des hommes, qui sont en train de travailler comme des militantes. C'est-à-dire, la philosophie ne se contente plus de décrire le monde, de donner des concepts, de dire que cette table, c'est pas du vide, etc. Mais au contraire, la philosophie actuelle veut être à la pointe et même le guide pour la science et la technologie. C'est ça le rôle que la philosophie actuelle, je vous l'appelle John Byard Callicott, c'est un philosophe américain, enseigné, maintenant il est à la retraite. Il a dit, ok, on est dans l'époque du post-moderne. Post, parce que c'est une époque de transition. On ne sait pas où ça va nous mener, mais une chose est certaine, on doit redemander le rôle fondamental de la philosophie, qui doit être à la proue de la technologie, et pas comme une simple, à la traîne de la technologie et de la science. Parce que j'ai entendu dire, non, mon discours s'arrête là où la science commence. Eh bien non. Eh bien non, il faut aller au-delà, il faut guider la science, parce que sinon la science va nous amener droit dans une planète dévitalisée. Voilà, c'est pour ça que le rôle de la philosophie est très très vital pour nous, et même je dirais, est vital parce qu'elle peut nous donner des solutions pour nous réadapter à un monde en pleine mutation, et des solutions pour notre survie. C'est pour ça que je dis c'est vital, c'est pour notre survie. Alors, il faut changer notre regard, notre pratique de réflexion, et comme je disais tout à l'heure, travailler sur la pleine conscience de notre relation avec le vivant. Développer une vision profonde de l'interdépendance de tous les êtres, mais cette interdépendance, il faut la vivre. Mais non seulement il faut la vivre, nous sommes déjà, prédisposés à l'interdépendance. Parce qu'en Italie, et c'est parce que je suis italienne, mais je vous le dis quand même, à Parme, entre les années 80 et 90, il y a des chercheurs, dont Giacomo Rizzolatti, qui a découvert les neurones miroirs. Ces neurones bien spéciaux ont été découverts par hasard en Italie. Des chercheurs étudiaient les neurones moteurs responsables d'un geste très simple chez les singes, la prise d'une cacahuète. Lorsque le singe prenait la cacahuète, les neurones s'activaient et l'influx nerveux produisait un bruit. Un jour, un chercheur a pris une cacahuète alors que le singe immobile regardait. Le bruit s'est fait entendre. Les neurones qui s'allumaient lorsque le singe faisait le geste s'allumaient aussi lorsque le singe observait quelqu'un faire le geste. Un neurone, deux fonctions. On venait de découvrir les neurones miroirs, une importante découverte en neurosciences. Ce qui est vrai pour le singe l'est aussi pour l'humain. Les neurones miroirs établissent l'empathie. Je ne peux pas rester indifférente si en face de moi il y a un chat qui est écrasé par une voiture. Je vois le chat souffrir. Est-ce que je l'amène au vétérinaire? Voilà, donc je ne peux pas rester indifférente si si tout à l'heure il y avait vraiment eu l'incendie, ben on aurait dû faire quelque chose pour s'entraider, parce qu'il y a ces neurones miroirs qui disent « Oh, l'autre souffre, je dois faire quelque chose ». Entre les animaux aussi, ça fonctionne. Donc ces neurones miroirs sont, pour certains philosophes et éthologues, sont carrément comme la découverte de l'ADN. C'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Pourquoi? Parce que si nous développons notre empathie envers les autres individus de la même espèce ou d'autres espèces,
nous pouvons sculpter notre conscience, notre cerveau. C'est-à-dire, notre cerveau garde une certaine neuroplasticité. Pardon? Un autre exemple répondez, c'est le bâillement aussi. Le bâillement, oui, c'est vrai. Quand on bâille, on bâille. Voilà. On dirait que c'est contagieux. Et oui, c'est les neurones miroirs, effectivement. Alors, pourquoi je vous dis que ça développe l'empathie et pourquoi ça peut être important? Parce que, justement, pour le respect du non-humain, pour le respect de l'arbre, pour le respect de l'autre animal, si nous développons cette sensibilité des neurones miroirs, qui est déjà biologiquement en nous, nous pouvons effectivement sculpter notre conscience, notre cerveau et notre conscience également. Parce que la conscience n'est pas uniquement dans le cerveau. Et la conscience est dans tout notre corps. Enfin. Et donc, ces neurones miroirs nous permettent de dire, voilà, je peux changer mes réactions au niveau neurologique, je peux changer par un entraînement. Je vous fais un exemple. On montre à une série de femmes les images de quelqu'un qui souffre. Ils lui mettent des câbles IRM fonctionnels. Okay? Ils regardent que la femme réagit, active les centres de la compassion, de l'empathie, on pourrait dire, dans son cerveau. On met les mêmes images de souffrance, une photo avec quelqu'un qui souffre devant des hommes. Alors les hommes éprouvent de la compassion uniquement pour les gens proches, comme ça, par exemple des gens du même clan, des gens de la même famille, des amis. Et pour éprouver de la compassion envers des gens qui ne sont pas proches, il leur faut 48 heures d'entraînement. Et après, ils réagissent comme les femmes. Ça veut dire que on invente tous les jours les réseaux neuronaux. C'est à nous que, par exemple, quelqu'un qui apprend à envoyer un SMS, au bout du 1000e SMS, il va aller plus vite. C'est la même chose. C'est la neuroplasticité. Donc, pareil pour la compassion, pour l'empathie envers les autres êtres humains, avec les êtres non humains, avec les plantes, c'est la même chose. Il faut éduquer et établir des chemins au niveau du cerveau, au niveau de la conscience également, et ça va nous entraîner. Mais cet entraînement, il faut le faire, et il faut le faire dans l'éducation, il faut le faire tous les jours, et ça peut effectivement changer notre manière de voir l'interdépendance de tous les êtres. Donc, je vais quand même vous donner également la parole. Donc ça encore, c'est une phrase de David Abraham. Nous sommes humains vraiment et essentiellement au contact avec ce qui n'est pas humain. Les artistes, alors on parle aussi de l'art et le non-humain. Là, vous avez des exemples d'artistes italiens, parce que bon, je suis spécialisée dans la littérature et l'art italien. Une femme peintre, Luisella Carretta, qui est allée dans la forêt canadienne et a réalisé une série de peintures. Elle observe les oiseaux, elle dessine le vol des oiseaux, le vol des abeilles. D'autres auteurs comme Paolo Cognetti, qui a travaillé sur la vision, on pourrait dire, de la montagne, de l'univers de la montagne et la relation à l'humain. Eri De Luca, qui a imaginé comment un chamois voit le monde. Le poids du papillon, c'est un long récit magnifique sur le dialogue humain-non humain entre un homme et un chamois en pleine montagne. Laura Pugno, qui a créé un roman de science-fiction, Sirene. Et le tout dernier qui vient de sortir, c'est La Metà di Bosco. Mais après, il y a des personnes ici qui pourront mieux parler que moi de ces ouvrages. Je pense à Marilyn qui vient de lire un récit intéressant. Mauro Corona qui parle là aussi, c'est un roman, mais il n'est pas traduit en français, seulement en section. Un grand passionné de la montagne qui pense au jour où le pétrole va être complètement épuisé. Et Cristiana De Cadavrito, une écrivaine d'origine brésilienne, dont vous parlera Marilyn tout à l'heure, qui a écrit une histoire extraordinaire de l'amour d'une petite fille pour un grand chêne, et ce dialogue extraordinaire qui s'établit entre humain et non humain.
Ici, vous avez le vol des oiseaux, le vol des mouettes, dessiné par Griselda Carretta, qui a passé de longues heures d'observation des oiseaux. Il faut de la patience pour entrer en contact avec le monde non humain. Là aussi, le vol des oiseaux sur les rochers, sur une plage. Et alors, nous avons quelque chose d'expérimental. Un artiste, un cinéaste, on pourrait dire, c'est difficile de le définir, un compositeur, c'est plutôt un compositeur italien, David Monacchi, qui a imaginé d'enregistrer les sons dans la forêt amazonienne et d'écrire une immense partition avec les lignes, justement les portées avec les grenouilles, avec des oiseaux et des insectes. Donc chaque animal trouvait sa niche, c'est-à-dire quand il y a le moteur d'un tractopelle ou d'une machine qui va faire un trou dans la terre, l'oiseau ne peut plus se situer dans la même bande sonore. Donc il doit trouver, il ne peut plus s'exprimer. Donc les machines interagissent et je vais vous montrer cette partition orchestrale imaginée par David Monacchi. Regardez, ça c'est la partition de la forêt amazonienne, de ce qu'il a enregistré. Et il y a bien sûr les types de grenouilles avec leur nom. Et ici, vous avez directement cette œuvre particulière. Alors voilà, c'est vraiment étonnant de voir cette symphonie de la forêt amazonienne. Et c'est comme si, je disais, chaque animal se situe sur une fréquence. Et il ne va pas envahir la bande de l'autre animal. Donc il a trouvé que c'est des fréquences qui forment ensemble une magnifique symphonie. Et d'ailleurs, il dit aussi que cet enregistrement n'est plus possible maintenant parce qu'il y a déjà des espèces qui ne sont plus là. Alors voilà, on a des ouvrages qui soulignent le lien sacré avec la terre. Vous avez pu parler de Vandana Shiva dans l'autre atelier. Je suis très contente parce que j'aime beaucoup cette femme. Elle a beaucoup de courage et continue son travail avec l'Université des grammaires en Inde, avec ses livres, Les graines du suicide. Et il a écrit donc Écoféminisme sur le rôle des femmes dans les batailles écologistes. Et aussi parce que la femme a ce lien vraiment, ces femmes indiennes ressentent ce lien sacré avec la terre et avec la forêt. John Bart Callicott, avec Éthique de la terre, là aussi c'est un livre que vous trouvez à la BU, parle également de la beauté. C'est-à-dire l'écosystème n'est pas fait seulement d'espèces qui doivent survivre, mais la beauté du monde nous aide comme valeur morale. Et il y a aussi des études qui ont montré que les personnes convalescentes peuvent guérir plus rapidement
lorsqu'ils sont en contact avec le monde naturel, avec la nature. Après, il y a aussi le livre de Thich Nhat Hanh, philosophe, poète vietnamien, Ce monde est tout ce que nous avons. Et lui, il propose justement la pleine conscience de la liaison, le lien avec l'environnement, pour ressentir profondément en nous cette idée d'interdépendance, pour que ça ne reste pas justement au niveau cérébral, mais que ça soit vécu tous les jours à travers notre regard qui change sur le monde non humain. Ensuite, dans la revue Notos, c'est la revue que je dirige, et c'est une revue qui est ouverte aussi aux jeunes chercheurs, donc aussi vous pouvez me proposer des articles pour cette revue, des études. Et cette revue, Notos, c'est le Sud, et donc cette revue a publié les actes du colloque en ligne, donc c'est totalement gratuit, vous pouvez y accéder, les actes du colloque Écologie de la création. Sur le numéro 3 de la revue, vous avez justement Serenella Iovino, une spécialiste de l'éco-critique, qui a écrit Corps, paysage, discours, les dimensions de l'éco-critique avec une bibliographie très, très récente. Mon article également, L'éthique de la terre et l'appropriation du vivant, toujours dans le même numéro, et un livre que je vais faire circuler de Michel-Maxime Heger, Soigner l'esprit, guérir la terre, introduction à l'éco-psychologie. Peut-être que vous avez déjà entendu de éco-psychologie. Notre lien avec la planète est vital, et lorsque ce lien se brise, il y a beaucoup de maladies qui peuvent arriver, qui peuvent survenir dans notre corps, notre esprit. Et alors c'est comme si ces maladies, pour Michel-Maxime Heger et les psychologues de l'éco-psychologie, c'est comme si ces maladies mentales ou physiques sont un peu, le cri d'alarme de la Terre qui à travers nous, elle parle, elle nous dit aussi ce qui ne va pas. Et c'est une autre manière de s'approcher de l'écologie. Parce qu'il y a des écologistes qui ont laissé tomber les combats écologistes en disant on va continuer pendant encore je ne sais pas combien de temps, tant que ça ne change pas là, à l'intérieur, ça ne pourra pas changer à l'extérieur. Donc c'est un regard profond au niveau de la conscience et de ses relations avec la planète, relations de réciprocité que les éco-psychologues nous invitent à faire. Et voilà, je vais faire passer aussi ce livre parmi vous. C'est des pistes, on pourrait dire, pour explorer le monde non humain. Je conclus provisoirement parce que je veux aussi entendre vos recherches personnelles et vos projets et vos idées au niveau du changement de paradigme dans cette relation humaine-non humain. Alors voilà une phrase de Gandhi qui est citée par le grand écrivain, philosophe écologiste Arne Naess, qui est l'auteur de l'écologie profonde. Arne Naess se réfère à Gandhi, et Gandhi qui dit « Une goutte d'eau séparée de l'océan disparaît sans faire le moindre bien. Si elle demeure une partie de l'océan, elle partage la gloire de porter sous ses flancs une flotte de puissants navires. » Et donc Gandhi, par rapport à son mouvement, justement, un mouvement social, politique, sentait l'interdépendance avec les autres citoyens, bien sûr, de l'Inde, et en même temps, il sentait ce lien avec l'environnement, ce lien qui est un lien non violent. Alors Arne Naess a choisi de se référer à Gandhi dans cette dimension de non-violence par rapport à notre relation à l'environnement. Donc, je vous remercie pour votre attention et j'ouvre un peu le débat sur les idées, sur les questions, j'espère nombreuses, même vos expériences personnelles dans votre recherche qui peut se relier à ce que j'ai proposé.